N'oubliez pas que tout ce qu'on va voir, ce n'est pas des conseils en investissement, c'est vraiment un titre pédagogique et éducatif, que vous êtes responsable de vos gains comme de vos pertes. Trader avec de l'argent, vous êtes prêt à investir. Que YDI ne garantit aucun niveau de revenu ou de succès ou de réussite. Deuxième disclaimer, il y a certaines choses qui sont soumises à une propriété intellectuelle. Si je partage un site, ça peut être leur site, donc attention à pas forcément recopier ou je sais pas quoi. Ou si je montre mon site, ben, il y a pas mal de choses qui sont soumises à propriété intellectuelle. Hello tout le monde, bienvenue à vous. Dans cette vidéo, on va voir comment j'ai pu négocier le gold et faire pas mal de profit dessus. Alors, c'est une vidéo que j'étais censé sortir il y a déjà 5, 6, 7 semaines comme ça. Mais malheureusement, j'ai vraiment pas eu le temps de le tourner. Et du coup, ben là, vous l'avez. On est au mois de mai, je la tourne. Et peut-être que vous l'aurez au mois de juin, juillet, je sais pas. Mais en tout cas, c'est très dur de créer du contenu sur YouTube parce qu'il faut beaucoup de temps pour faire ça. Et malheureusement, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de choses à faire à côté. On va voir ensemble, bah, du coup, comment j'ai pu négocier XOUSD durant le mois de février, à partir du 22 février précisément, jusqu'aujourd'hui d'ailleurs, on est au mois de mai, on est, je crois, le 12 mai, donc au moment où je tourne cette vidéo, jusqu'aujourd'hui, comment je continue à négocier XOUSD, comment c'est possible enfin, comment je fais pour performer sur XOUSD en cette année 2024, parce que c'est réellement ma meilleure année sur le XO. Sachant que je suis sur le marché depuis 2018 et XO m'a jamais donné autant de plaisir à négocier que cette année. Cette année, vraiment, c'est incroyable, XO. Enfin, c'est magnifique. Donc, on va commencer d'abord par les notions de base. D'accord? Il est important d'avoir une base solide, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, pour créer le premier, deuxième, troisième, cinquième étage, pour créer un grand building. Il faut une base solide. Dans toute chose, il faut une base solide. Donc, on va voir les notions de base euh, pour comprendre en fait la finalité de ma position. Mais n'oubliez pas que c'est un métier, le trading. Mais vraiment, c'est un métier. Donc, on ne doit pas être euphorique ou avoir peur lorsqu'on négocie sur un actif. Et n'oubliez pas aussi que le trading doit être libre. Vous devez être libre dans l'esprit. D'accord? Vous devez pas être accroché à votre téléphone, accroché à votre PC, en étant nerveux, en étant en colère, en étant tout le temps, enfin, des émotions, remplies d'émotions. Non. Le trading, ça doit être relaxant. Si ça l'est pas, donc il faut essayer de travailler pour que ça puisse le devenir. Notion de base, l'or, une valeur refuge. Donc, vous l'avez déjà entendu mille et une fois ailleurs, ici, enfin partout, qu'on dit que l'or est une valeur refuge. Enfin, l'or, c'est considéré aujourd'hui comme une valeur refuge. En période d'incertitude, en période d'incertitude économique où la volatilité du marché est énorme, enfin, il y a beaucoup de volatilité, le VIX, indice de volatilité par exemple, il grimpe. En période d'incertitude, en période de guerre, en période de... Enfin, quand ça va mal, en tout cas, les investisseurs se tournent souvent vers l'ordre comme valeur de réserve, ok, comme un safe haven. Vous allez souvent entendre ce mot aussi en anglais. Donc, c'est vraiment une valeur refuge où, imaginez un peu la séquence, il y a une guerre qui arrive dans votre pays ou dans votre ville. Vous ne pouvez pas prendre des valises d'argent et fuir avec. Vous ne pouvez pas embarquer votre maison. Vous ne pouvez pas embarquer, je ne sais pas moi, vos tableaux. Or que vous pouvez peut-être embarquer, entre guillemets, votre or. D'accord? C'est un peu pour vos bijoux, etc., qui contiennent de l'or, des montres. Enfin, voilà. C'est un peu cette image-là d'où le fait que l'or est utilisé comme valeur refuge. Enfin, c'est une explication. C'est simple, d'accord? On est en train de poser juste les bases, hein, au fur et à mesure du live. Vous allez voir qu'on va monter un peu en compétence. Mais bon. Donc, vous le savez, on vous dit toujours peut-être pas moi, mais vous regardez la sphère YouTube, la sphère finance sur YouTube, sur Twitter, peu importe. On te dit qu'il faut avoir euh, de l'immobilier, il faut avoir de l'or et des actions, mais de l'or parce que c'est une valeur refuge. La pierre, c'est une valeur qui sûre, etc. Pareil. Et l'or aussi, ben, c'est une réserve de couverture contre l'inflation. Donc, lorsque la monnaie perd de la valeur et que tu veux garder de la valeur sur ton argent, sur ton patrimoine, etc., avoir de l'or peut être une réserve de ta richesse. Donc, cette notion de safe haven. Et donc, nous, le fait de savoir ça, que l'or est considéré comme une valeur refuge par les investisseurs et qu'on se tourne souvent vers l'or lorsqu'il y a des incertitudes économiques, lorsqu'il y a des problèmes, lorsqu'il y a des guerres, lorsque ça va mal, etc., lorsqu'il y a de l'inflation, c'est là que nous, traders, on peut le traduire sur le marché par le fait d'acheter l'actif XO USD. OK?
Donc là, on va directement rentrer dans le trading ou même l'investissement, mais là, plutôt trading. Donc là, vous voyez par exemple sur ce graphique, on est sur XOUSD en weekly. Vous voyez qu'en 2008-2009, donc la crise des subprimes, on a eu l'or qui a explosé à la hausse. Post-crise subprime, boum, jusqu'en 2011, on a eu une belle poussée de l'or ici. Durant le Covid-19, donc crise Covid-19, l'or s'est un peu effondré, le marché financier en globalité s'est effondré, etc. Mais à la suite de ça, on se protège comment? On allait acheter de l'or. Et durant cette période inflationniste, etc., donc depuis l'inflation 2020, fin 2022, on va dire, on est vraiment entré dans une hyperinflation. On a eu l'or qui a explosé, qui est aujourd'hui à ces prix-là. Ok, donc ça revient vraiment à nous rappeler que l'or est une valeur refuge. Donc ça confirme vraiment cette définition de l'or qu'en période d'incertitude économique, considéré comme protection. Et du coup, ben, on le voit et ça se traduit comme ceci sur notre graphique. D'accord? Donc ça, c'est la notion de base que j'ai dans ma tête, moi, avant de vouloir négocier l'or. Avant d'aller ouvrir une position sur XOUSD à l'achat ou à la vente, j'ai cette connaissance de base dans ma tête. Que Armand, lorsqu'on en perd d'incertitude, Armand, lorsqu'on en perd d'inflation, il faut acheter l'or. OK? Et c'est des variations qui ne sont pas sur le court terme, hein, c'est des variations qui sont là, je suis en weekly, donc c'est du long terme. Donc j'ai ça comme notion de base dans ma tête. Qu'est-ce qu'un safe haven? Un actif refuge fait référence à un investissement qui devrait conserver ou augmenter sa valeur en période d'incertitude économique ou de volatilité du marché, comme on l'a vu tout à l'heure, enfin à l'instant. Ces actifs sont considérés comme relativement stables et fiables, offrant aux investisseurs un sentiment de sécurité et de protection contre les pertes potentielles dans d'autres investissements plus risqués. Ok, donc il y a des investissements risqués, l'or un peu safe, comme j'ai donné l'exemple avec l'immobilier, safe. Ok. Important, important. Ces actifs refuges jouent un rôle crucial dans le portefeuille d'investisseurs car ils peuvent aider à atténuer l'impact de ralentissement du marché et fournir un tampon contre l'instabilité économique. En période de crise ou d'incertitude, les investisseurs ont tendance à affluer vers ces actifs, qui fait grimper leur demande et leur prix. Hop, on l'a ici. Crise de subprime, Covid-19, période inflationniste. Je pense qu'il y a même d'autres crises où on peut s'amuser à faire ça, s'amuser à regarder leurs variations durant ces périodes de crise. Donc, quelques exemples de valeurs refuge. Vous avez l'or, hein, considéré comme la valeur refuge par excellence. D'accord, on a aussi les obligations d'État euh, des États-Unis américains. Oh, pardon. Les obligations des États-Unis, euh, obligations qui sont émises par le gouvernement, c'est considéré comme fiable. D'accord, les Treasury Bonds. On a aussi le CHF, le franc suisse, qui est connu pour sa stabilité, souvent considéré comme une valeur refuge. Et les obligations émises par le gouvernement, les sociétés, etc. Donc, tout ça, c'est aussi des valeurs refuges. Donc, j'ai ça dans ma tête lorsque je vais ouvrir mon graphique le matin sur XOUSD, ouvrir mon graphique dans la semaine. Donc, avant de négocier les positions que je vais vous montrer, euh, que j'ai négociées à partir du mois de février, j'avais ça dans ma tête. J'avais cette conscience-là que l'or est une valeur refuge. OK. La base. Ensuite, la deuxième des choses que j'avais en tête, c'était la saisonnalité. Dans quelle période nous sommes? OK. Et depuis 10 ans, on constate un bull run sur le gold chaque fin d'année. Ça, c'est une information qui m'a été apprise par Sébastien Dubois, euh, qui expliquait qui m'a mis en lumière ceci, qu'il y a un bull run sur le gold, en tout cas, chaque fin d'année. D'accord? Donc, vous pouvez aller sur equityclock.com pour avoir ce graphique-là. Où vous voyez ici que le mois de janvier, vous voyez ici que mois de janvier, février, on a une hausse de l'or, mars, hausse aussi, il est en range. Donc, novembre, surtout à partir de novembre, le marché up. Donc, si up de novembre, décembre, c'est qui va up janvier, enfin, c'est qui va up novembre, décembre, janvier, février, etc. Donc, on le voit ici, encore une fois, sur TradingView, notre graphique sur l'or. C'est la deuxième des choses qu'il y a dans ma tête avant de négocier. C'est la saisonnalité. D'accord? Donc, hop, vous le voyez ici, depuis plus de 10 ans. Alors, moi, je me suis arrêté en 2015, mais vous pouvez aller jusqu'en 2012, etc. Vous voyez que vous allez en weekly, hein, faites ça.
Vous mettez à chaque fois mois de novembre. Vous voyez, à chaque fois mois de novembre, boum, là, novembre 2015 jusqu'à peu près au 4 juillet 2000, enfin, jusqu'au 4 juillet 2016, l'or a pris 30%. Ici, novembre 2016 jusqu'à septembre 2017, l'or a pris 20%. Crise des subprimes, l'or a pris 11% de novembre au mois d'avril. Mois d'avril, vous voyez, c'est quand même long, hein. Novembre jusqu'en avril. Novembre jusqu'en août, l'or a pris 28%. L'année suivante, de novembre jusqu'au mois d'août, l'or a pris 42%. Alors, petit quoi qu'ici, sur les 10 dernières années, c'était Covid. L'or a pas très up durant cette période-là. Donc, ça a commencé au mois de novembre, ça s'est arrêté au mois de janvier. Après, là, on avait la crise, enfin, c'était post-Covid. Ensuite, novembre, mois de mars, 17%. L'année suivante, vous voyez, c'est chaque année à chaque fois. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Vous voyez. L'année suivante, novembre jusqu'au mois de mai, l'or a pris 24%. Et cette année, novembre jusqu'à actuellement, l'or a pris 22%. Donc la deuxième des choses que j'ai en tête lorsque je vais négocier sur l'or, c'est la saisonnalité. Première des choses, je sais que l'or est une valeur refuge. Donc s'il y a de l'incertitude, s'il y a de la crise, si on parle d'inflation, Armand égale buy or. Deuxième des choses, l'or a tendance à augmenter chaque fin d'année jusqu'à peu près X date, à vous de voir, hein, à vous de faire vos recherches un peu. Mais l'or a tendance à up fin d'année, donc saisonnalité, janvier, février, il peut continuer à up encore. J'ai conscience de ce bull run-là. Tout ça avant d'ouvrir mon graphique. Tout ça avant d'aller en M5, M15, support résistance, choche, liquidité, tout ce que tu veux. Order block, Asian low, New York high, etc. London qui a pris la liquidité. Avant tout ça, j'ai conscience de ces deux éléments déjà. Souvent, on me demande, Armand, pourquoi tu fais de la Smart Money Concept, mais elle a l'air différente, ta Smart Money Concept, par rapport à la nôtre. Pourquoi tu fais pas tout le temps du M15 et tout, comme tout le monde, comme sur TikTok? Moi, je prends, comme je disais ça au-dessus, pour moi, c'est un métier. Et il faut le prendre au sérieux. Et pour moi, pour avoir des résultats, pour espérer avoir des résultats, de faire ce type de gain, 10 000 € de profit sur un actif en espace de 2 mois, euh, même plus de 10 000 €, je trouve qu'il faut respecter ce métier. Et respecter ce métier, c'est aller à la racine même de pourquoi cet actif est comme ça. Et encore là, je trouve que c'est très léger, hein. Enfin, c'est maternel. Là, je trouve que c'est très maternel. Donc, venir sur mon graphique, faire directement les lignes de tendance, ça, je trouve que ça, personnellement, je ne juge pas les gens qui font ça, mais je trouve que c'est un niveau très bas, c'est CP. Enfin, c'est la crèche de venir et directement dire que oui, ben, vous voyez, là, il y a un order block, il y a une zone de supply, il y a une zone de demande, il y a une Fibonacci, hop, bah, achetez ici. Enfin, moi, j'achète là parce qu'il y a ça. Non. Pour moi, un actif, faut d'abord une réflexion. Pour moi, un actif, avant de le négocier, il faut enfin, il faut amener une réflexion logique derrière les bougies. Donc, derrière les bougies, il y a cet aspect de la saisonnalité. Derrière les bougies, pour moi, Armand, il y a cet aspect que l'or est un safe haven. Le fait d'avoir ces deux notions-là va me permettre d'aller en M15, M5, déjà avec un peu plus d'armes que celui qui va juste avec ses traits techniques, son coloriage technique. OK. Ensuite, des corrélations. Donc, le troisième point, avant même d'ouvrir mes positions, avant même d'analyser tout court, hein, le troisième point dont mon cerveau il est au courant et ça baigne en moi, c'est les corrélations, cette notion de corrélation. D'accord? Donc, moi, j'aimerais vous poser une petite question. Pourquoi on a eu ces deux hausses sur Bitcoin, ces deux hausses fulgurantes? Donc, d'un côté, on a euh, un x14, hein, 1500%. D'un autre côté, on a un x2. Un x2, oui, à peu près. Non, on a plus de 200%, un x4. Pourquoi on a eu ça, ces deux hausses fulgurantes? N'hésitez pas à faire pause, aller dans les commentaires, répondre un peu dans les commentaires. On a eu cette hausse parce que Armand, je pense que machin. Une fois que vous avez mis votre réponse, hop, on revient. Donc, pourquoi on a eu ces deux hausses fulgurantes? Alors, donc ici, vous avez en échelle logarithmique deux graphiques, une comparaison entre Bitcoin et le S&P 500. D'accord? Donc, vous pouvez faire la même chose, hein.
sur vos graphiques. Vous pouvez faire la même chose sur votre TradingView. Vous vous rendez compte que le 16 mars, enfin, la semaine du 16 mars, après le 16 mars, donc c'était Covid, hein, post-Covid, on a eu un Bitcoin qui a up. Dans le même cas, on a eu aussi un SP500 qui a up. Ensuite, on a eu cette partie où l'inflation était, waouh, c'était une zone de surchauffe. L'inflation aux États-Unis à 9%, l'inflation en Europe à 7%, l'inflation euh, en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni à 10%. C'était incroyable, hein. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Et bien, dès cette période-là, on a eu Bitcoin qui a drop le bear market sur Bitcoin et on a eu un bear market aussi sur SP500. Ensuite, on nous a commencé, enfin, ensuite, le marché a commencé à anticiper une phase de désinflation parce que les taux d'intérêt étaient hauts, étaient élevés. Dès cette phase de désinflation, on a eu Bitcoin qui a commencé à créer le bull run et SP500 aussi. On a eu au mois de mars 2023 la Fed qui a injecté de la liquidité parce qu'il y avait des banques qui s'effondraient, des banques régionales. Ça a accéléré le pump sur Bitcoin, comme ça a accéléré le pump sur SP500. Restez bien avec moi, restez attentifs. La même chose, vous pouvez faire ça, hein. Vous pouvez comparer sur votre graphique. N'hésitez pas à me demander sur Discord comment comparer comme ça les graphiques pour ceux qui sont avec moi dans le mentorat. J'ai rajouté ici XOUSD, donc qui est la troisième courbe en bas. Vous vous rendez compte que pareil, durant Covid, XOUSD, enfin le gold tout simplement, a aussi up. D'accord? Covid, hop, ça a créé ce up. Pareil, d'inflation, sauf que lui, le gold, lui, il a up pendant que les deux ont drop. Mais ensuite, les taux d'intérêt étaient tellement élevés que XO, lui aussi, il a drop. XOUSD, lui aussi, il a drop. Ensuite, lorsqu'on a parlé de désinflation, on a eu XO qui a up aussi, comme les indices. Injection de la Fed, XO a up aussi, comme les indices, comme Bitcoin. Ce qui nous emmène à les corrélations et à quelque chose que j'ai enseigné, une notion que j'ai enseignée, c'est dans le trading, pour moi, le marché fonctionne de liquidité en liquidité. Imaginez-vous un portefeuille d'un grand gérant d'actifs. Pour moi, son argent ne reste pas à un endroit spécifique. Pour moi, au fur et à mesure du temps, pour moi, c'est ma croyance, au fur et à mesure du temps, son argent se déplace. Que, à un moment donné, on aura, c'est comme moi, quand j'investis, à un moment donné, j'aurai mon argent full en actions, crypto, indices, etc. Mais à un moment donné, je vais me rendre compte que non, il faut que je puisse prendre mes profits, enfin, il faut que je puisse sortir de là parce qu'il y aura une crise ou parce qu'il y aura je ne sais quoi, un sigle noir, peu importe, Black Swan. Bah, je sors mon argent, hop, je vais les mettre par exemple en cash. Donc, je vais les garder en devise. Ou je me rends compte que c'est une période où les taux d'intérêt sont élevés, etc. Donc, les rendements des obligations d'État apportent beaucoup d'argent. Hop, je vais mettre mon argent dans les obligations. Donc, pour moi, tous les marchés mondiaux sont liés. Certains groupes d'actifs, certains secteurs, certaines classes d'actifs, ils sont liés entre eux. C'est pour ça qu'on parle de corrélation. Pour moi, ils bougent ensemble. Il y a des actifs qui bougent ensemble, mais il y a des actifs qui vont bouger de manière contraire. Donc, on a quatre grandes classes d'actifs. On a les obligations et les rendements obligataires, entre guillemets, taux d'intérêt. Les matières premières, le stock market, donc ça, le marché action, Apple, Tesla, etc. Et le marché des devises. Donc, si je vois les rendements faire 20%, et que je me dis que les devises vont aussi faire 20%, non, ça ne marche pas comme ça. Il faut plutôt avoir une perspective long terme. Alors là, je ne vais pas forcément rentrer dans les détails parce que c'est un cours que j'ai expliqué euh, dans la formation que je donne. C'est un cours qui est vraiment complet sur les corrélations. Je parle de tous les types de corrélations qu'il y a. Mais pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'il y a une corrélation qui existe du coup entre les obligations et les matières premières. Lorsque les obligations up, les matières premières drop. Lorsque les obligations drop, les matières premières ont tendance à up. D'accord? Donc, les matières premières sont des bons indicateurs d'inflation. N'oubliez pas que ce type de corrélation, c'est une perspective long terme, 6 à 8 mois de décalage. Donc, lorsque les rendements obligataires, et c'est ça qui m'intéressait, lorsque les rendements obligataires up, les matières premières drop. Rendement obligataire, on a le US, le 10 ans américain, US 10Y,
US30Y, etc. Donc ça, c'est des éléments que j'utilise dans mon trading. Je ne vous en fais pas parce que ceux qui sont avec moi en formation savent que j'ai utilisé ça, j'utilise ça pour trader le XOUSD. Donc, il y a la notion de base que c'est un safe event XOUSD, la notion de base que, enfin, une notion qui est en termes de temps, XO a tendance à faire certaines choses durant certaines saisons, donc a tendance à up durant chaque fin d'année jusqu'au début d'année. Un autre élément que j'utilise, c'est la corrélation, donc comprendre, ah, là, il y a quelque chose, là, ça avance en même temps. Je remarque que ça up au même moment. Et il y a cette notion de corrélation-là. Donc, où est l'argent? L'argent, il bouge. Il y a des moments où il y a beaucoup plus d'actions sur les devises que sur les indices. Il y a des moments où il y a beaucoup plus d'actions sur les matières premières que sur les indices ou que sur les devises. Il y a des moments où il y a beaucoup plus d'actions, donc le marché est beaucoup plus volatile sur les devises que sur les actions, les cryptos ou même les matières premières. Et ça, j'en ai conscience. Lorsque j'ouvre mon graphique le matin sur XOUSD, c'est ce que moi j'appelle la vision 360. Je ne suis pas forcément un spécialiste des indices, pas un spécialiste des devises, pas un spécialiste des cryptos. Moi, ce qui m'intéresse, c'est où est l'argent. Donc, je vais un peu avoir le tableau global de tous ces actifs financiers pour comprendre où est-ce qu'il y a l'argent et aller là où il y a de l'action. Ça, c'est ma manière de faire. Et je ne dis pas que c'est la meilleure. La quatrième des choses, le quatrième point, il me semble que c'est le quatrième. Donc, on a parlé notion de base, la saisonnalité, la corrélation. Le quatrième point, l'élément moteur du marché, la liquidité. Alors là, concernant la liquidité, il y a plein qui peuvent me parler de ouais, BSL, SSL, Shosh, ST, STNB, Spring, etc. Tout ça, c'est des éléments techniques que pour moi, j'utilise ça à la fin. Et souvent, c'est pour moi l'élément, les éléments les moins importants dans mon analyse. Les éléments les plus importants dans mon analyse, c'est tout ce que je suis en train de vous dire pour le moment. Mais on verra quand même comment j'ai pu prendre avec ces termes-là d'analyse technique. Donc, la liquidité, pour moi, avant même de parler de support, résistance, liquidité, de trendline, liquidité, tout ce blabla, pour moi, la liquidité fait référence d'abord à ceci. Donc, ça, c'est un paragraphe que j'ai pu envoyer euh, sur le Discord dans la partie news. Donc, la notion de liquidité mondiale de 170 000 milliards de dollars qui fait bouger le marché. Donc, c'est le facteur le plus important des prix des actions de l'or et du Bitcoin. La liquidité mondiale doit augmenter à long terme, car le monde se noie dans un océan de dette toujours constant. Par conséquent, un pool de liquidité toujours plus important est nécessaire pour refinancer la dette. Sinon, sinon c'est tout le système qui s'effondre. Les marchés financiers sont désormais des instruments de refinancement de la dette, et c'est depuis de nombreuses années. Qu'est-ce que je veux dire? Enfin, qu'est-ce que ça signifie tout ça? En fait, pour moi, la liquidité est l'élément moteur du marché. Et la liquidité, c'est tout simplement l'argent. Et l'argent, il faut réfléchir à comment s'est créé cet argent-là. Donc, réfléchir à comment que s'est créé cet argent, ça revient à s'intéresser aux banques centrales. Donc, ça revient aux vidéos que je vous ai postées sur YouTube, dans la série de vidéos que je vous ai postées sur la chaîne YouTube. Donc, ça revient à comprendre comment la banque centrale crée la monnaie. Ça revient à comprendre les outils que la banque centrale utilise. Ça revient à comprendre comment la dette fonctionne. Donc, ça revient à comprendre comment les trésors publics fonctionnent. Et tous ces éléments-là, ça te permet aussi de comprendre à quel moment vraiment la Banque centrale injecte de la liquidité. Parce que rappelez-vous, au-dessus, je vous ai parlé il y a un moment où la Fed a aidé les banques régionales, sinon elles seraient effondrées. C'était au mois de mars 2023. Ah, pour moi, c'est ça qui a créé ce up. Donc pour moi, en fait, les ups et les drops sur le marché ne sont pas des mouvements faits au hasard. Pour moi, ce sont des mouvements liés à l'injection, à la création monétaire ou même à la création de la dette massive qu'il y a dans le monde. Et pour moi, c'est ça qui fait réellement bouger le marché. Donc, pour moi, avant même de parler de liquidité sur un graphique, je vais d'abord essayer de comprendre, je vais d'abord essayer de savoir est-ce qu'il y a eu de la liquidité mondiale, du coup, en l'occurrence, ou même la liquidité M2, tout simplement, qui a augmenté ou pas durant une période donnée.
Si elle a augmenté, super, je sais que ça va être intéressant pour les valeurs risquées. Donc, cette notion de risque on, risque off, qu'est-ce que ça signifie ça? On dit que le marché en risque on, si on voit le marché pricé à la hausse, donc si on voit les indices, donc les actions, les indices SP500, Dow Jones, crypto-monnaie, c'est que là, il y a de l'argent, donc on va prendre du risque, on va aller vers les actifs risqués. Souvent, quand on va vers les actifs risqués, les actifs moins risqués, il n'y a pas trop de fête là-dedans. Et quand le marché en risque off, bon, on délaisse les valeurs risquées et on va plutôt vers les valeurs de sécurité. Donc, vu qu'il y a de la liquidité sur le marché, qu'il y a un océan de liquidité sur le marché, on va aller vers quoi? Vers les actifs risqués. Ça se traduit comment? Ça se traduit ici. Donc, il y a une manière que vous pouvez voir la liquidité de la Fed, d'accord? C'est sur ce graphique qui est en bleu que j'ai trouvé sur TradingView. Donc, c'est M2 qui représente l'agrégat monétaire M2, la masse monétaire de la Fed, enfin des États-Unis M2, de la Fed du coup, M2. Agrégat monétaire M2, c'est quoi? C'est tout simplement l'argent qu'il y a sur les comptes bancaires, l'argent qu'il y a, euh, le liquide créé, enfin l'argent liquide, hein, les pièces de monnaie, les billets. En plus de ça, tous les comptes d'épargne, tous les comptes d'épargne. Donc, ça nous donne cette jolie courbe qui nous montre que ben, depuis la création de tout ça, l'argent ne fait que augmenter. La masse monétaire M2 ne fait qu'augmenter. D'où le fait que les indices boursiers ne font qu'augmenter. Et là, vous voyez, à un moment, on a eu un pic de création monétaire ici en 2022, en 2020, pardon. Donc 2020, pic de création monétaire. Et regardez qu'est-ce qui s'est passé sur SP500. Grosse hausse de SP500. Moins d'argent, moins de masse monétaire créée. Qu'est-ce qu'on a eu ici? Un SP500 qui drop, plus de création monétaire. Donc, la courbe repart à la hausse. Qu'est-ce qu'on a eu ici depuis 2023, octobre 2023? SP500 qui augmente. Moi, c'est ça que je vais chercher. La liquidité, les bons moteurs du marché. Quand le marché est liquide, super, c'est là que c'est intéressant pour aller sur les actifs comme Bitcoin, comme les actions, etc. Moins de liquidité créée sur le marché, pas intéressant pour aller sur les Bitcoins, pas intéressant pour aller sur l'or, pas intéressant pour aller sur les indices. Donc, j'ai fait la même chose, M2 comparé à XOUSD. Alors, Covid-19, pic de création monétaire, bah, c'est normal, regardez. Vous avez 20 euros aujourd'hui. Allez, on va prendre un. Vous avez 1000 euros aujourd'hui. Vous êtes payé 1000 euros. Avec vos 1000 euros, vous pouvez acheter pas mal de choses, etc. Maintenant, vous êtes toujours payé 1000 euros, mais pour subvenir aux besoins enfin, à vos besoins, vous avez besoin maintenant de 1500 euros. Donc, vous avez perdu du pouvoir d'achat. Donc, la monnaie a perdu de sa valeur. Donc, toi maintenant qui es riche, euh, est-ce que tu vas garder ton argent en liquide, en cette monnaie qui est euro, etc. Ou est-ce que tu vas plutôt vouloir préserver ta richesse en le mettant sur l'or, par exemple, comme on a vu au tout début dans les bases? Ok. Tu peux me répondre en commentaire, hein. Donc, on est d'accord que tu vas plutôt aller sur l'or. Donc, lorsqu'on a une création monétaire comme on a là accrue, d'où le fait que c'est normal de voir le XO up. Masse monétaire qui drop, d'où le fait que c'est normal de voir XO drop. Là, on a moins de création monétaire, donc la monnaie, elle devient rare. Si on a de l'euro qui devient rare, ah super, ça favorise sa puissance. Elle devient beaucoup plus puissante, beaucoup plus forte, beaucoup plus intéressante. Donc, si demain l'euro devient, il y a moins de création monétaire dans l'euro et l'euro vraiment devient importante, devient très forte, ce qu'il te fallait il te fallait 1000 euros pour subvenir à tes besoins. Maintenant, tous tes besoins, tu vas les satisfaire juste avec 700 euros. Ça signifie que, d'une année à une autre, hein, ça signifie que ton euro a pris de la valeur. J'espère que ça va, que vous comprenez. Si vous ne comprenez pas, que vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre des commentaires. Et si vous estimez que c'est incomplet, ce qui peut être normal en 30 minutes, 1 heure, je ne sais pas combien de temps ça va durer cette vidéo, je ne peux pas tout expliquer. Il y a des choses que j'avance, que je ne rentre pas dans les détails. Je dis juste une phrase, je ne rentre pas dans les détails. Donc, si vous souhaitez plus de détails, n'hésitez pas à poser des questions dans les commentaires ou à aller sur le Discord. Donc, en tout cas, le mois d'octobre, donc on a eu la masse monétaire qui est repartie à la hausse, à peu près au mois d'octobre, hein. Masse monétaire qui est repartie à la hausse. Et c'est là que notre XOUSD a explosé aussi à la hausse. Et donc, moi, j'avais conscience de tout ceci. Ça, il me semble que je l'ai posté au mois de février, tout ça là.
Tout ça, il me semble que je l'ai posté au mois de février. Donc, j'avais conscience de ça avant même d'ouvrir mon graphique. Donc, selon vous, qu'est-ce que j'ai pu faire là? Pour le run entre fin d'année jusqu'au mois de février, en tout cas février-mars. Corrélation, saisonnalité, safe haven, la masse monétaire qui augmente. Selon vous, qu'est-ce que j'ai pu faire là? Est-ce que j'ai buy durant toute cette période ou est-ce que j'ai sell durant toute cette période? N'hésitez pas à répondre en commentaire. Si vous avez dit que j'ai pu buy durant toute cette période, effectivement, bah, vous avez raison. Et là, ben, je vais vous montrer une petite vidéo que j'ai fait justement durant cette période. Donc, je vais vous partager avec l'audio d'un morning live que j'ai fait. Ok. Il faut savoir que avant de faire le morning live, question, j'ai une partie où j'ai backtesté avec l'un de mes membres d'ID Servi, donc comme vous le voyez ici, hein, le 22. Donc le 22 avril, j'envoie ce graphique sur mon Discord, XOUSD. Je dis que je me base sur le backtesting que j'ai fait avec Evan dans la partie liquidité. D'accord? Le 26 à 14 heures, ma position, elle s'est fait déclencher, clac, clac, le marché a up, je repartage ceci. OK? Le 27, 13 heures, je remets encore un graphique où je mets des zones qui peuvent m'intéresser. Par exemple, acheter ici, si le prix revient, voire même il peut revenir ici, je mets des zones où je peux acheter. Le 9 mars, bon, ça c'est beaucoup plus. Pardon, le 1er mars ici. Donc 26, 27, 1er mars. Je vais voir XOUSD. Je vais voir si XOUSD, je peux le tenir jusqu'au ATH qui était à 2150. OK. J'ai acheté la tag, j'ai pris des profits, etc. Donc tout ça, on a le 9 mars, on a des petits résultats ici. Ça, c'est 2 mois plus tard, mais tout ça, hop, on va voir ça étape par étape. On va commencer du coup par la petite vidéo qu'on a ici. OK. Donc, j'ai fait une vidéo avec un de mes membres, Evan. Bonjour à tous. Et du coup, quelques jours plus tard, j'ai fait un morning live. Un morning live, c'est là où je suis le matin, enfin, c'est pas tous les matins, peut-être 2 fois par semaine, où je vais venir le matin en live vous expliquer qu'est-ce que j'attends pour la journée ou pour la semaine. J'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ce live du jeudi 29, mon heure. Donc, jeudi 29, hein, jeudi 29 février. Bon. Aujourd'hui, on va faire le tour un peu de tous les marchés. On va commencer par le Forex, parler d'abord de fondamental, et ensuite on ira. Donc, je vais directement avancer à la partie qui nous intéresse. OK? Donc, c'est quelque part vers, il me semble. Réellement dans la Far Value encore. Nos yeux étaient ici. On est sur XOUSD. C'est pour ça que là-dedans, j'ai acheté. Et que je me dis que là, on va. Attends, c'était où? Est-ce qu'on a fait... J'ai acheté avant que ça arrive ou après? Donc là, vous voyez le graphique justement que j'avais fait avec Evan en backtesting. Tout ce que je fais, c'est enregistré. Et Evan avait enregistré justement ce coaching en question. Où du coup, sur ce coaching, on s'était rendu compte, bah, XO, on pouvait l'acheter à ce niveau-là, sur une Far Value ici. Enfin, l'idéal pour nous, c'était de l'acheter sur une Far Value ici en H4, qui derrière, pardon, qu'il allait chercher les 2050 et ensuite, enfin, 2050, 2070, pourquoi pas là-haut et pourquoi pas jusqu'à la TH carrément. Donc, on avait toutes ces liquidités-là qu'on avait vues avec Evan en coaching. Si j'avance un peu, et là, c'est l'actif qui me. Donc, comme vous voyez ici, hein, j'ai partagé à chaque fois sur le Discord de High Desert Vite, tous les moments. Mais on va revoir je vais. Ne vous inquiétez pas, on va aller vraiment sur un graphique et vous refaire l'histoire. Mais en tout cas, c'est sur Discord où tous les membres actifs, donc qui sont dans ma formation, dans mon mentorat, peuvent voir Le ce que plus je bien fais. actuellement si je le ferme tout de suite. Ça va? La troisième des choses, backtester, remplissez-moi ce truc. Eh, s'il faut backtester tous vos actifs, faites-le. S'il faut que tous les jours vous backtestez, faites-le. Ai-je besoin de remettre Study ici? Je pense que peut-être que vous avez besoin que je remette stop, ça va, il fait chier, clac, il part. Et là, c'est l'actif qui me met le plus bien actuellement si je le ferme tout de suite.
Enfin, en tout cas, voilà. Donc, voilà un petit extrait pour vraiment vous montrer ce que j'ai pu faire. Donc, pour sourcer, donc pour montrer les dates, OK, de ce que j'ai pu faire. Maintenant, on va y aller réellement sur ce que j'ai pu faire sur un graphique. D'accord? Donc, mon Discord en question, enfin, j'ai un nouveau Discord maintenant, mais le Discord en question ici, depuis le 30 novembre 2023, pour moi, il fallait que Xo aille sur la TH. OK? Donc, derrière, bon, j'ai pu sell, buy, on s'est amusé, on a fait pas mal de choses. Il y a eu des sells, il y a eu des ventes, il y a eu des achats, peu importe. Donc, la partie qui nous intéresse, c'était cette année et ici, 22, comme vous le voyez ici, 22 février. Ensuite, boum, c'est parti. Et ensuite, le graphique est parti. Ensuite, le marché est parti. D'accord? On va aller sur ce Discord ici, parce que la suite est sur ce Discord. Donc, XOUSD en question. Pour vous refaire maintenant l'analyse technique. Donc, j'ai conscience de tout ça. J'ai conscience de les 4 éléments que je vous ai montrés tout à l'heure, dont on a parlé tout à l'heure. J'ai conscience de cela. Et donc, arrivé sur mon graphique, bah, je fais mon analyse technique, tout simplement. Monthly, weekly. Donc là, je suis en weekly, tac, tac. Je me rends compte que le marché haussier, qu'il est en daily. Encore une fois, je me rends compte que le marché haussier, il est revenu sur le discount, il a up, il est revenu pricing far value. On a eu pour moi, c'était une prise de liquidité de ce lot. Donc pour moi, ce lot ici, c'était une prise de liquidité. Et du coup, on devait up chercher lui, chercher ces rails-là, comme on a fait avec Evan, clac, ici en H4. Comme on a fait avec Evan. En H4, j'ai mis avec Evan par value ici. Donc ces liquidités-là à chercher comme j'ai pu faire avec Evan. Et en H4 encore, il y avait une belle liquidité là. Donc en descendant de time frame, marché qui est passé haussier, hein, en descendant de time frame, je me suis dit quoi? Je me suis dit, bah, Armand, super, comme tu avais mis sur ta vidéo, c'était un M15, M30, pardon, comme tu avais mis comme tu avais dit dans le replay avec Evan, tu peux acheter ici, ce niveau-là. Je mets mon stop loss en dessous de ce lot. OK, mon stop loss était en dessous de ce lot. Et du coup, je buy. Et du coup, j'ai acheté tout simplement. Donc, j'ai acheté, ma position, elle est partie. Je suis bien drawdown. Je n'étais pas inquiet. Boum, on est parti. Arrivé à ce moment-là, plein de gens auraient pu me dire que, mais Armand, tu fais n'importe quoi. Et plein de gens sur Instagram, Telegram, enfin, peu importe la plateforme, ont vendu cette zone ici, là, cette supply ici. Cette supply, cet order block, appelez-le comme vous voulez. Mais pas mal de personnes ont vendu ceci. C'est pour ça que je vous dis que c'est ça la différence entre certaines personnes qui font smart money et moi. Pour moi, la smart money concept, c'est pas juste tracer des order blocks, tracer des zones de liquidité, tracer des fair value. Pour moi, non, c'est pas juste ça. Pour moi, smart money concept, pour moi, la smart money concept, il faut comprendre réellement déjà c'est qui la smart money, pourquoi la smart money fait bouger le prix, et ça équivaut aux 4 paramètres qu'on a vus ensemble tout à l'heure. Ok, donc là, je vous ai partagé mes 2 écrans, enfin, 2 fenêtres. Clac. Là, je vous ai partagé 2 fenêtres où vous avez le Telegram d'Aïe Arbitres ici, et mon Safari, comme ça, on va pouvoir suivre ça ensemble. Et parce que j'ai aussi beaucoup communiqué sur le Telegram. J'ai beaucoup communiqué sur le Telegram concernant Xo, donc on va voir ça ensemble. Donc, plein de gens auraient pu vendre cette supply, moi non, hein. Moi non. Donc, j'ai fait un live. Dans ce live-là, j'en ai parlé de tout ça en détail. Qu'est-ce que je cherchais comme niveau, etc. Donc, laisser tout simplement couler ma position. Leur zone de supply fonctionne, trop cool, mais ça ne dure pas longtemps. Ça ne dure pas longtemps, ça revient dessus, ils vont peut-être revendre. Donc là, à ce moment-là, c'est piégeux, hein. À ce moment ici, c'est magnifique. À ce moment ici, le piège se resserre. Tu peux voir ça. Tu te dis, OK, le marché va venir prendre l'argent, bien réagir dans ta zone et descendre. Des milliers de personnes ont pu mettre ça. Pour moi, absolument pas du tout. Pourquoi? J'ai conscience que la liquidité a augmenté. La vraie liquidité, hein. Sur les marchés a augmenté. J'ai conscience de les 4 éléments que je vous ai montrés. J'ai conscience que bah, là, on est en bull run. Là, on est au mois de février, mais on est en bull run depuis le mois de novembre. Même avant, je crois. Donc, ça ne sert à rien. Il faut vraiment, c'est ATH ou rien.
En plus de ça, on avait backtesté, c'est ATH ou rien. Donc pour moi, ces niveaux-là, c'est de la liquidité, justement. Marché les prend. Donc là, on est le 29 février. Et vous avez les positions ici. Euh, clac. Vous avez les positions ici. En dessous ici, XOUSD. Donc l'achat, hop, 29 février. Continue. Bon, après, sur Telegram, je dis un peu ce que j'ai à dire. Et donc là, sur Telegram, je dis, je vais voir XOUSD. Je vais voir si je peux tenir XOUSD jusqu'à ce niveau-là. Jusqu'à son ATH, en gros. Donc ça continue, ça part. Boum. Et là, c'est allé vite, hein. C'est allé très, très, très vite. C'est arrivé sur une zone de renversement pour moi. Selon moi, ça, c'était une zone de renversement en H1. Donc, c'est un niveau où le marché a bien up, hein. On a eu une belle hausse, une très, très belle hausse, un beau up, une belle expansion, si tu préfères. Et après expansion, on peut avoir renversement. Donc, aïe. Attention, c'est un niveau où on peut avoir un renversement, le prix revient, et il revient justement chercher ces phares values-là. Et, et après, avant de repartir encore. Donc, j'en sais trop rien. Je prends des profits. Même s'il y a tous ces compétences-là, les quatre éléments que je vous ai cités, en plus de ça, l'analyse technique, avec la Smart Money Concept, avec la compréhension de la plupart des concepts qu'il y a sur le marché, avec la compréhension des théories, de la plupart des théories qu'il y a sur le marché, que ce soit Elliott, que ce soit Dow, que ce soit Wyckoff, tout ça, c'est dans mon cerveau. Même avec ça, j'ai toujours cette part de je ne sais pas. Et ça, c'est quelque chose qui peut faire la différence, enfin, qui fait la différence aussi. Parce que si avec toutes ces connaissances-là, tu te dis que ah, je sais, le marché va aller là, machin, nan, nan, c'est là que tu rentres dans l'ego, dans l'orgueil. Et c'est là que tu vas malheureusement perdre aussi beaucoup d'argent. Donc, pour éviter ce côté égo-orgueil, j'ai toujours cette part où en moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le marché peut. Je ne sais pas si demain la Banque centrale elle enlève de l'argent ou si, il y a une guerre qui fait en fait l'inverse sur XO. Je n'en sais rien. Je ne maîtrise pas la totalité des éléments. Donc, vu que c'est un marché dont je ne maîtrise pas la totalité des éléments, que j'essaie de comprendre que je vais dans le mouvement, on fait quoi? On met des break-even, on met des stop-loss, on prend des profits partiels. Et donc, c'est à ce moment-là, en plus, j'ai des factures à payer, hein. Je prends des profits partiels sur la plupart de mes positions, dont XO aussi, où je sors, où je sors en prise de profit partiel. Je ne sors jamais totalement d'un trade. Jamais. Surtout d'un trade où je vise 2150 et là on est à peine à 2083. Donc je sors parce que c'est un endroit où dans mes targets, pour moi, je dois prendre des profits partiels. Je prends la moitié de ma position, mais je sors jamais totalement de ma position. Jamais. Je laisse toujours couler ce que moi j'appelle des pourboires. Pourquoi? C'est un mécanisme que j'ai mis en place qui m'évite de faire de l'overtrading. C'est-à-dire, j'ai des positions en place. Par exemple, j'ai acheté, je dis n'importe quoi, mais j'ai acheté ici avec un lot enfin, avec un volume de transactions de 0, on va dire de 1, avec un volume de transactions de 1. OK, mon take profit était de base ici. D'accord? Donc là, au lieu de fermer totalement ma position, je vais fermer, allez, 80% de ma position, 90% de ma position. Donc, il va me rester un volume de transactions de 0,20, 0,15 que je vais garder le plus longtemps possible, voire même jusqu'à ce que le marché m'invalide vraiment. Donc, jusqu'à ce que le marché me montre que non, rarement, là, il faut vendre. C'est là que je vends. Et même quand je vends, souvent, je vais garder l'achat et en même temps, je vais garder l'achat et en même temps, je vends aussi. Et en même temps, j'ai la vente. Souvent, je fais ça comme ça. Vous allez voir ça de toute façon au fur et à mesure qu'on avance dans cette vidéo. C'est des mécanismes que j'ai mis en place qui me permettent d'éviter d'overtrader. Parce que quand tu te lèves le matin, malheureusement, tu as souvent cette envie de prendre des positions. Surtout moi, hein. Avec les connaissances que j'ai, je sais que je peux trader à n'importe quel moment. Je sais que je peux trader le matin, l'après-midi. C'est ça qui est un peu piégeux lorsqu'on fait de la smart money concept. Parce que Michael t'enseigne comment trader Asia, il t'enseigne comment trader New York, il t'enseigne comment trader Londres. Et si tu as passé 2 ans de ta vie, 3 ans de ta vie, 4 ans de ta vie à backtester tout ça, à travailler dessus, à travailler chaque session, pardon, au fur et à mesure du temps, en fait, chaque session, tu arrives à voir ce qui peut se passer. Et c'est très piégeux parce que tu peux vite trader n'importe quel moment, en fait. Et en plus, c'est en ayant un trading très cohérent, en plus, c'est ça le pire.
Et on y c'est vraiment très cohérent, hein, ce que tu vas faire, ça va être très cohérent. Et donc, pour éviter ça, j'ai mis ça en place. Je me lève le matin, je vois que j'ai déjà des positions qui sont en train de couler en swing, ou en intra-swing, comme j'aime l'appeler. Ça m'évite d'ouvrir des positions. Donc, j'ai pris mes profits. J'ai pris mes profits, mais bon, là, c'était encore gentil. Donc, j'explique, je monte sur Telegram le après. Ensuite, le marché continue à up. Donc, enfin, vous connaissez la chanson comme il y a dans tous les télégrammes, 1000 pips, RR de 17, magnifique. À ce moment-là, j'avais encore une propre firme. Ah oui, pour information, je ne travaille plus avec des propres firmes. Ça ne m'intéresse plus. J'ai expliqué les raisons pourquoi sur le Telegram, donc n'hésitez pas à aller le voir. Donc, à ce moment-là, j'ai encore une propre firme avant qu'il ferme. Donc, vous voyez la position ici sur la propre firme. Tac, on avance, on avance, on avance. Donc, je peux faire avancer ici aussi. Donc là, la position est cool, hein. La position est cool. Je fais rien. Je laisse couler. Et stop, parce que là, on a beaucoup avancé. Donc, je fais rien, hein. Je fais rien. La position est cool. On est le 18. Je fais rien. Bah, j'ai une target. Ah oui, pardon. La target a été prise. Pardon, j'ai oublié. La target a été prise. Donc, j'ai pris 90% de ma position dès qu'on a atteint les 2150. Mais j'ai pris 90% de ma position, mais après, je fais rien. J'attends. Pourquoi? Parce que dans le live que j'avais fait, du coup, avec Evan, pour moi, il y avait une vague 3 ici. D'accord? Pour moi, il y avait donc Elliott, je vous en ai parlé un peu. Donc, vague 4, on va chercher la vague 5. Pour chercher la vague 5, il faut dedans un, 2, 3. Et pour moi, du coup, on était en train de chercher la vague 3. C'est des choses que j'ai pu dire ici. C'est des choses que j'ai pu dire ici. Ne jamais combattre la vague 3. OK? Donc, ATH sur ATH. Des choses que j'ai pu dire ici. 3 février. Ah ouais, le reste, ça se passe ici. 3 février. On n'est pas encore le 3 février. Enfin, on est presque. On est presque le 3 février. Donc, on va revenir ici. C'est en M30. Je pense que ici on a fait le tour. Un peu de crypto, tac. Donc, j'avais le bull run du gold depuis ici, hein, puisque bah, durant toute cette phase-là, j'ai vu beaucoup d'amis vendre, beaucoup d'anciens élèves vendre, beaucoup enfin, la sphère un peu trading, retail, vendre, etc. Bah, les gars, non, il ne faut pas vendre. Enfin, malheureusement, vous n'étiez pas dans le bon sens ce moment-là. C'est pas grave, hein, ça arrive, hein. Ça arrive, il faut juste apprendre et comprendre pourquoi c'est arrivé et se corriger. Enfin, voilà. Après, bon, sur Telegram, je m'amusais sur plusieurs classes d'actifs. Et là, hop, voilà, le 28, une nouvelle position maintenant sur XO. D'accord? Donc là, la position que j'avais, cette position que j'avais ici, cette position que j'avais ici, super, elle fait sa vie, hein. L'idée maintenant, c'est de la laisser comme tu le vois ici. L'idée, c'était de la laisser comme tu vois ici le 3 avril. D'accord? Donc, toute personne qui est dans le Discord ici peut voir ce que je fais. Le 3 avril, l'idée, c'était de la laisser jusqu'au 23 800. Non, pas 23 800, c'est 2382. OK? L'idée, c'était de laisser jusqu'à là-haut parce que HTF dirige, hein. C'est des phrases que je peux écrire ici. HTF dirige, LTF construit HTF. Donc, pour moi, c'était une position qu'il fallait garder jusqu'à là-haut. Je crois que j'ai encore cette position en plus d'ailleurs. Il faut garder jusqu'à là-haut. Attention, ratio 36, magnifique, mais 90% des profits ont été pris ici, hein. Là, c'est rien, c'est que des pourboires. Donc, ça continuait, hein. Le marché continue à faire sa vie. 12 mars, donc tout le mois de mars, pas grand-chose à faire, juste de l'attente. Et là, je m'amusais ailleurs. C'est pour ça que tu me voyais sur Telegram, sur les cryptos, sur le Forex, ailleurs, Mexo, bah, j'ai ma position, je la laisse couler. Donc ici, on a eu un magnifique up, prise de liquidité de toute cette zone. Up ici. Tout simplement, OTE pattern. Donc si vous connaissez Michael J. Huddleston, vous savez c'est quoi OTE New York pattern. Si vous ne connaissez pas, c'est tout simplement le fait de mettre une Fibonacci. Enfin, par exemple, vous voyez ça, je ne vais pas l'expliquer et ça va prendre 1 heure pour l'expliquer.
En tout cas, ceux qui connaissent, ben, tout simplement, en New York, hein, Fibonacci, on attend le sweet spot. D'accord, donc 75 pour acheter. Alors moi, j'ai voulu déclencher comme ceci, mais avec les spreads et tout le tralala, ça m'a déclenché de manière dégueu, un peu comme ça. Ça m'a déclenché comme ça. Donc c'est la position que vous voyez. C'est la position que vous voyez ici. 22 073. Enfin, 2200. Qu'est-ce que j'ai avec 22 000? 2273. Non? Ah non, même pas. C'est 21. 2100, celle-ci. C'est la position que vous voyez ici. 2180. Ouais, c'est elle. 2180. Tout simplement. Mais mon stop loss sur le lot de. Donc, on a eu mercredi le marché durant la session asiatique. Jeudi a cassé le high de mercredi. New York, j'achète. Je mets mon stop loss en dessous du plus bas de mercredi. Et je reste patient. Je patiente, je patiente, je patiente, je patiente. Et après, le prix explose à la hausse. Toute cette analyse, c'est dû à ce que j'avais fait. Rappelez-vous des 4 points. Fondamentalement, il y a beaucoup d'éléments qui me disaient d'acheter. Post-backtesting, après mon backtesting, beaucoup d'éléments me disaient d'acheter aussi. Donc, il y avait une corrélation entre une concordance, une corrélation, enfin, peu importe comment vous l'appelez, entre ma technique et ma fondamentale. D'où le fait que bah, là, appuyer sur un seul bouton, c'est des achats. Et ce n'est pas des achats où je vais m'arrêter là, prendre des profits, revendre et acheter. Non, je veux la paix de l'esprit. La paix de l'esprit, c'est quoi? J'achète, hop, je viens chercher ma target en unité de temps et j'attends gentiment. Donc, c'est pour ça qu'Eliott m'intéresse, hein. C'est pour ça qu'Eliott m'intéresse. C'est pour ça que je dis ici, ne jamais combattre la vague 3. Et ça, sur le Telegram, je pense que je l'ai dit tellement de fois. Euh, tac, 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 tac. Si je cherche, tac, ne jamais combattre la vague 3. J'ai même, donc ici, imaginé l'impact, tac, tac, tac. J'ai mis le replay de ce que je cherchais à ce moment-là. Donc, j'ai pris le replay que j'avais fait avec Evan. Je l'ai posté ici. Regarde. Tu sais, comme tu voulais savoir comment j'ai fait, bah, tiens, regarde. Bon, après, continuer à combattre la vague 3. Quand je dis ça, c'est parce que ben, je voyais des gens sur Telegram, tous mes compatriotes là. Franchement, à ce moment-là, tout Telegram vendait. C'était incroyable. Tous vos Telegram là, ils vendaient tous. Mais je suis un peu moqueur, désolé. Un peu moqueur, mais bon, voilà. Et enfin, allez, ça continue à up et tout. Et donc là, derrière, j'ai donné ma target finale après. C'était quand? C'était le 3 avril. J'ai donné ma target finale pour moi. Donc, on va revenir sur Safari. Hop. Ici, tout simple, marché casse. OK. La journée précédente, pareil, hein. Il revient. Et là, dans la session New York, alors là, je l'ai tradé d'une autre manière. Ici, c'était assez simple. Vraiment OTE pattern simple et j'attends. Là, c'était un peu plus complexe. Enfin, complexe. C'est un peu plus que tout YouTube fait et tout le monde fait, mais sans comprendre pourquoi ils le font. Donc, trading de session un peu. Euh, Londres, il crée l'expansion. Vu qu'on est haussier, pour moi, bah, le renversement de l'autre sens va se faire à New York. Donc, New York fait des renversements en M5, tu le vois bien. Il prend la liquidité ici. Il up. Il permet d'acheter la phare value en M15. Elle se voit beaucoup mieux en M15, cette phare value. Du coup, je buy, je mets mon stop là, enfin, je mets mon break-even. C'est cette première position ici. C'était vu, j'avais vu ça en live, hein, cette première position. Ensuite, je poste une deuxième position. Cette deuxième position-là, par contre, elle se fait break-even. Elle se fait break-even. Alors, attendez, c'était comme ceci. Mais après, je re-rentre. Après, je rentre à nouveau. C'était comme ceci. Le marché drop.
Hop. On était comme ceci. Je buy. J'ai buy ceci. Il est revenu me break-even. Mais après, j'ai dit, bon, les gars, vous inquiétez pas, c'est rien. Ça va repartir. Et par la suite, bon, tu rachètes et ça repart. C'est ce que j'ai dit ici. Break-even, 10 pips. Bon, encore une fois, je suis un peu moqueur. Donc, BEI, c'est rien. Va repartir, c'est juste de la liquidation. Donc, juste le fait que le marché vienne chercher les liquidités avant de repartir. Et c'est ce qu'on a eu. Et boum, qui donne ce type de profit. De profit avec XO. Enfin, si on regarde que XO, 4000, 7000, on est déjà plus que ce que j'ai annoncé au début. Euh, tac. Et donc, ma target que je. 2382, comme j'avais vu ici. Un mois, là, enfin, le mois d'avril. OK, 2382. 2382 ici. 10 avril, ben, on y est proche, hein. On y est proche. Si je continue. Après, j'enlève tout ça. Hop. Donc, le prix, il a continué à. Oh mince. Si j'enlève tout ça, le prix, il a continué de up. Le prix, il a continué de up. Donc, j'ai gardé mes positions. J'ai gardé mes positions. Celle-là, je l'ai gardée jusqu'au moment où je me suis décidé de vendre, qui était là. Jusqu'à ce moment ici. C'est là que j'ai fermé celle-là. C'est là que j'ai fermé celle-là. Quand il a drop, j'ai repris notre position ici. C'est là que j'ai fermé celle-ci aussi. Ah non, c'est là que j'ai fermé l'autre en bas, là-bas, là. Tout en bas, celle-ci. Et il me reste que celle-là. Vous avez encore une fois les screenshots ici. Hop, tac. Bah, j'ai des sells. Et en même temps, j'ai des buys. Donc, j'ai mes achats. Mince. J'ai des achats. J'ai mes achats, comme je viens de vous montrer. Et du coup, j'ai commencé à sell, tout simplement. Donc, moi, la question que j'ai à vous poser, c'est si l'or prend de la valeur lorsqu'il fait froid, est-ce que l'or ne fond pas sous le soleil par hasard? Une petite phrase philosophique à retenir, à travailler dessus. Concernant les marchés obligataires et tout, ben, c'est des choses qu'on en parle ici, M2 et SP500. Enfin, je vous aide un peu en faisant des recherches ici, en vous permettant de faire des recherches ici, d'ici. Et bien évidemment, tous ces profits ont été clôturés, retirés, etc. Donc voilà par rapport aux éléments qui m'ont permis de prendre ces fameuses positions, aux éléments qui m'ont permis de prendre ces fameuses positions sur XOUSD, donc sur XOUSD. C'est ça qui m'a permis de prendre mes positions. C'est ces quatre éléments principaux, plus mon backtesting et ma compréhension de l'analyse technique. Je ne peux pas aujourd'hui vous enseigner c'est quoi un order block, une fair value, je reviendrai dessus un peu plus loin. Dernier mot que j'ai à dire, le dernier mot que je peux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, à l'heure de l'information, l'ignorance, c'est un choix. C'est un choix qu'on fait d'ignorer tous ces éléments-là. Si vous, dans votre trading, aujourd'hui, vous êtes attiré que par le fait de supply, demand zone, etc., order block, fair value, hop, vous allez sur votre graphique, vous vous mettez en M15 et que vous venez ici, oui, la session de Londres, ok, on a pris Asia low, on a pris Asia machin. C'est un choix que vous faites. Si vous excluez tous ces éléments-là, c'est un choix que vous faites. Si vous excluez la fondamentale dans votre trading, c'est un choix que vous faites, hein. Si les taux d'intérêt, ça ne vous intéresse pas, si l'impact dans quelques minutes de IPP ne vous intéresse pas, c'est un choix que vous faites. Si l'impact de l'inflation, etc., ne vous intéresse, c'est un choix. Si les banques centrales, ça ne vous intéresse pas, c'est un choix que vous faites. Mais pour moi, pour arriver à sortir ce type de résultats, et encore, c'est rien, hein, des gros résultats dans votre trading, vous devez comprendre ces éléments de base avant même de ouvrir, enfin, avant même de parler de trading, d'order block, de prise de position, de transaction. Voilà, c'était Armand, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a appris beaucoup de choses, cette petite vidéo.
si vous souhaitez me suivre au quotidien, parce que les vidéos YouTube, je ne suis pas forcément quelqu'un de très régulier, parce que je n'ai pas le temps de les faire. Mais en tout cas, là où je suis très régulier, où je parle tous les jours, vous avez vu qu'hier, je suis là, avant-hier, enfin, le Discord, en tout cas, rejoignez le Discord. Et si vous voulez aller encore plus loin, vous allez dans Official Link, dans le lien officiel, et vous pouvez rejoindre Premium ou Pro ici, euh, prendre le mentorat, et là, vous serez encore plus dans une partie où vraiment, il n'y aura que nous, et vous allez voir vraiment mes expectations, genre, enfin, ce que j'espère, ce que j'attends de voir sur le marché, sur les différents actifs au quotidien, et voire même mes pensées fondamentales, euh, ou même des choses que je tire de différentes sources de manière quotidienne. Donc, voilà, voilà. Prenez soin de vous. N'oubliez pas que c'est grâce aux compétences et aux connaissances que vous allez avoir des résultats. Passez une bonne journée. Ciao, ciao.